Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous tous également et bienvenue dans cette formation qui sera consacrée à la déshydratation. Nous allons débuter cette formation en vous rappelant quelques bases physiologiques concernant l'eau et l'hydratation dans le corps humain. Je pense, Nathalie, qu'on ne vous apprend rien en vous disant que l'eau est le principal constituant du corps humain. Elle représente en moyenne 60% du poids corporel chez l'homme adulte et 50 à 55% chez la femme. Cela signifie que pour un homme de poids moyen de 70 kg, la teneur en eau du corps est d'environ 42 litres. Cette valeur moyenne varie d'ailleurs d'un individu à l'autre. Effectivement, Nathalie, et principalement en raison des différences dans la constitution du corps humain. Il faut savoir que le pourcentage de masse graisseuse conditionne directement la masse hydrique totale du corps. Ceci explique l'influence de l'âge, du sexe et de la condition physique sur la masse hydrique totale du corps. Par conséquent, les femmes et les personnes âgées ont une masse hydrique totale inférieure à celle d'un adulte jeune, car elles ont une masse maigre moins importante. À l'inverse, les athlètes ont une masse hydrique totale relativement élevée. Cela étant dit, on va voir maintenant comment l'eau se répartit entre les différents compartiments de l'organisme. Alors, l'eau est répartie dans l'organisme entre deux principaux compartiments, l'intracellulaire et l'extracellulaire. Et comme vous pouvez le voir sur le schéma, le compartiment intracellulaire est le plus important, puisqu'il représente environ les 2/3 de la masse hydrique. Le compartiment extracellulaire, lui, représente environ 1/3 de la masse hydrique. Et quand on regarde de près, on constate que ce compartiment extracellulaire est en fait la réunion du liquide plasmatique et du liquide interstitiel. Voilà brièvement ce que l'on pouvait vous dire sur la répartition de l'eau dans l'organisme. Et nous allons voir maintenant quels sont les mouvements de l'eau à l'intérieur du corps humain. Et tout d'abord, les entrées. Les apports d'eau sont constitués essentiellement par les boissons et l'alimentation. Et les pertes, elles se font à travers l'urine, la sueur et les pertes dites insensibles à travers la peau, les poumons et les selles. Les entrées et les sorties d'eau sont bien entendu régulées dans l'organisme. Mais nous ne traiterons pas ici de la régulation de sortie, qui est plus du domaine médical, ce qui nous permettra de nous concentrer sur la régulation de la consommation de liquide. Qui pour le coup est vraiment de votre domaine. Alors, cette régulation de la consommation se fait à travers la soif physiologique, mais pas seulement. Elle se fait aussi à travers des facteurs sociaux et environnementaux. Autrement dit, il n'y a pas que la soif qui entraîne une consommation de liquide. Nous avons tous une composante comportementale. Le fait de boire, par exemple, est en effet souvent associé au fait de manger. Et environ 70% de notre consommation, je dis bien 70% de notre consommation de liquide, se fait de manière périprandiale. C'est dire l'importance pour nos résidents de profiter du moment du repas ou de l'ingestion de médicaments pour les inciter à boire. Effectivement, Nathalie, c'est extrêmement important, mais nous y reviendrons plus tard dans la formation. Mais gardez d'emblée cette notion à l'esprit. Il est généralement admis que l'apport liquidien, eau et boissons de toutes sortes des résidents âgés devrait être supérieur à 1500 ml par jour. Mais ça, c'est dans l'idéal. Mais malheureusement, le vieillissement a un effet sur la régulation d'eau et du sel. Et on assiste chez les personnes âgées à une diminution de la sensation de soif. Mais on assiste également à une diminution de la masse hydrique totale du corps, du fait de la diminution de la masse musculaire. Mais ce n'est pas tout. Le vieillissement entraîne aussi une diminution des capacités rénales de retenir l'eau et le sel et de concentrer les urines du fait de la diminution de la sensibilité à l'hormone antidiurétique. Alors, tous ces éléments que l'on vient de vous citer sont importants à connaître car ils concourent à créer des états de déshydratation, si on n'y prête pas attention, bien sûr. Ce chapitre physiologique est extrêmement important à connaître si on veut comprendre comment et pourquoi s'installe une déshydratation chez un résident âgé et pourquoi aussi c'est si fréquent. Alors,
On va voir maintenant les conséquences de la déshydratation sur les résidents âgés. Et comme vous pouvez vous en douter, la déshydratation a de nombreuses conséquences. Notamment, elle peut modifier la concentration des médicaments. Et par là même augmenter leur toxicité. Elle peut aussi entraîner des maux de tête et une constipation. Multiplier le risque d'infection urinaire et respiratoire. Exacerber une pathologie médicale préexistante. Augmenter le risque d'escarre de décubitus et ultimement accroître le risque de mortalité. Par ailleurs, selon le degré du déficit hydrique, on peut avoir des effets sur l'état de veille et l'état cognitif du résident. Votre résident n'est plus vraiment présent, il devient confus, apathique ou au contraire complètement agité. Retenez qu'en cas de déshydratation sur le plan neuropsychiatrique, tout peut se voir. Et qu'en plus de l'hypoglycémie, la déshydratation est à évoquer systématiquement aussi. Il serait quand même dommage d'envoyer votre résident aux urgences psychiatriques alors qu'il aurait suffi de lui donner soit du sucre, soit de l'eau. Ou les deux. Absolument. Cela dit, la déshydratation, en plus de faire baisser la tension artérielle, peut induire une faiblesse musculaire. Et augmenter ainsi le risque de chute. La déshydratation induit également une hyposalivation et compromet non seulement le maintien de la santé buccale, mais rend aussi la mastication et la déglutition plus laborieuses. Je pense qu'on n'insistera jamais assez sur le fait que la déshydratation s'installe à bas bruit. Qu'elle est entièrement évitable. Et qu'il est donc important de l'anticiper en repérant les facteurs de risque afin d'être en mesure d'intervenir précocement. Elle doit demeurer une préoccupation centrale en ce qui concerne les soins apportés aux résidents. En tant qu'équipe soignante, vous vous trouvez donc dans une position privilégiée, vous permettant d'observer, de dépister et de prévenir les problèmes d'ordre alimentaire. De même, vous êtes aux premières loges pour questionner vos résidents sur leur hydratation et d'intervenir aux besoins. On vous parle de dépistage et de prévention avec Nathalie, mais concrètement, quand devez-vous faire vraiment attention ? Toujours. J'ai entendu Nathalie dire toujours, certes, mais plus particulièrement. En cas de grand âge ? De fièvre. En présence d'un résident polypathologique ? En cas de dépendance et d'anorexie. Chez un résident présentant un Parkinson tremblant ? Et là où il faut être vraiment vigilant, c'est quand votre résident présente des troubles cognitifs. Des troubles de la déglutition. Lorsqu'il prend des médicaments diurétiques ou des laxatifs. En cas de diarrhée ou de fécalome. En cas de diabète décompensé, qui peut donner, vous savez, un syndrome polyuropolydipsique. Alors, pour vous sensibiliser encore un peu plus aux conséquences de la déshydratation, sachez que si vous n'êtes pas assez vigilant, la mortalité peut atteindre sur ces terrains fragiles plus de 50%. Je répète, plus de 50%. Ce qui, vous en conviendrez, n'est absolument pas rien. Alors, si malgré toute votre vigilance, un état de déshydratation s'installe, quels sont les signes qui doivent vous alerter ? Alors, tout d'abord, la sensation de soif. Mais vous savez que chez les personnes âgées, c'est rare et peu intense. Donc, on ne peut pas s'y fier. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas soif qu'ils ne sont pas déshydratés. Absolument. Il y a cependant deux signes assez spécifiques de déshydratation. C'est l'hypotonie des globes oculaires et la sécheresse du sillon gingivo-jugal. On vous montre sur cette photo le sillon gingivo-jugal. Les autres signes que vous pouvez rechercher sont notamment des maux de tête, une perte de poids, une constipation, une oligurie avec urine foncée malodorante, une altération de l'état de conscience à type de somnolence, voire une léthargie, ou un résident qui commence à se plaindre d'une fatigue excessive. Vous pouvez constater également une baisse de la tension artérielle, ainsi qu'une hypotension orthostatique. Vous voyez ? Les signes cliniques de déshydratation ne sont absolument pas du tout spécifiques. Et qui, pris isolément, risquent de ne pas vous parler. Et cela, d'autant plus que le signe classique du pli cutané n'a plus de sens chez les personnes âgées parce qu'elles ont perdu
toute élasticité de la peau. C'est seulement et seulement si vous êtes sensibilisé au risque de déshydratation que vous leur donnerez tout leur sens. Alors, nous allons voir maintenant comment vous allez pouvoir prévenir la déshydratation. Autrement dit, comment faire boire des résidents qui n'ont pas soif et qui en plus ne vous demandent absolument rien. Tout d'abord, quelques règles simples en ce qui concerne l'assistance pour boire et pour s'alimenter. Pensez à bien positionner vos résidents pendant les repas. Veillez à ce qu'ils soient confortablement installés et que le plateau soit à la bonne distance. Mettez un soin particulier à la préparation du plateau. En particulier, n'oubliez pas d'ouvrir les contenants. De même, pour la préparation des aliments, qu'ils soient adaptés en fonction des souhaits du résident. Pensez à utiliser des contenants adaptés à leurs conditions. Par exemple, mettre la soupe dans une tasse. Faites-vous aider par l'ergothérapeute. Elle peut vous être d'une grande utilité et plus souvent que vous ne le pensez. Assistez vos résidents pour la prise des liquides, par exemple en cas de paralysie, de faiblesse ou de troubles cognitifs. Facilitez-leur l'accès à de l'eau fraîche à n'importe quel moment de la journée et encouragez-les à boire souvent. Même de petites quantités dans la journée. J'aimerais, si vous me le permettez, insister sur les moyens que l'on vient de vous lister. Ce sont des moyens extrêmement simples et faciles à mettre en œuvre. Et pourtant, ce n'est pas toujours fait, loin de là. Alors, que l'on sait pertinemment que la plupart des déshydratations se jouent à ce niveau. Nous avons tous constaté des soignants qui ramassent des plateaux quasiment pleins, sans que ça choque qui que ce soit d'ailleurs. En se disant, tiens, il n'a encore rien mangé et rien bu aujourd'hui. Il est de votre devoir, je dis bien de votre devoir, de chercher une solution afin de faire en sorte que votre résident s'alimente correctement et puisse boire en quantité suffisante. Alors, la solution n'est peut-être pas qu'à votre niveau. Je suis d'accord, c'est peut-être multidisciplinaire, mais vous restez quand même la clé de voûte du système. Sans vous et votre bonne volonté, rien ne peut se faire. Et je dis bien rien, gardez ça en tête. Par ailleurs, pour que les résidents puissent manger et boire dans de bonnes conditions, il faut une cavité buccale en bon état. Notamment gencives et dentition. En cas de doute, n'hésitez pas à prendre l'avis d'un stomato. Assistez également votre résident pour tous les soins d'hygiène dentaire et buccale. Soyez vigilants pour détecter les résidents qui présentent des difficultés à la déglutition, voire des toux, ou qui ont une voix mouillée après la déglutition. Au moindre doute, demandez un avis spécialisé. Donc, si on résume, si vous surveillez la quantité, mais aussi la qualité de l'alimentation, ça revient en quelque sorte à surveiller l'hydratation. Car, comme vous l'avez annoncé en début de formation, 70% des apports liquidiens se font pendant les repas. Il est donc impératif d'identifier les patients qui ont un apport alimentaire insuffisant, c'est-à-dire moins de 3/4 du plat principal. Et surtout, essayez de comprendre et de noter pourquoi votre résident ne mange pas. Certains résidents ont par exemple une aversion pour certains aliments ou certaines épices. Et votre cuistot préféré a décidé d'en mettre partout. Des épices, j'entends. Et si vous ne faites pas votre enquête, vous ne pouvez pas le deviner. C'est d'autant plus vrai que les épices, vous trouvez que c'est bien, que ça relève un plat, mais votre résident, lui, ça lui donne des aigreurs d'estomac et ça l'empêche de dormir. Cette histoire d'épices est un exemple vraiment caractéristique et je vous assure qu'on n'invente rien, c'est vraiment du vécu. Alors, pour conclure ce chapitre sur l'importance de la relation entre nutrition et hydratation, on ne peut que vous inciter à nous croire lorsque l'on vous dit qu'il faut vraiment que toute l'équipe s'y mette. Car c'est un vrai travail d'équipe et qu'en plus de la déshydratation, on n'est pas à l'abri d'une dénutrition. Retenez que dénutrition et déshydratation vont souvent de pair, donc vigilance. On va voir maintenant les autres cas où les apports liquidiens peuvent être perturbés. Et le premier cas de figure est l'administration de médicaments
Et comme on vous l'a dit précédemment, un apport non négligeable de liquide se fait au cours de l'administration des médicaments. Il est donc essentiel d'identifier les patients qui reçoivent des médicaments moins d'une fois par jour, car il y a un risque non négligeable d'apport liquidien insuffisant. Alors, Nathalie n'est pas en train de vous dire que si certains résidents sont déshydratés, c'est de leur faute, et que pour boire, ils n'ont qu'à faire comme tout le monde, prendre des médocs. Et plusieurs fois par jour, s'il vous plaît. Non, effectivement, ce n'est pas ce que je voulais dire, docteur Wada. Et on en arrive au deuxième cas de figure, qui est la restriction d'absorption de liquide, qu'elle soit volontaire ou non. Alors, cette restriction de boisson peut être due à une peur de l'atout, chez les patients qui font des fausses routes par exemple. Ça peut être aussi la volonté chez un résident de limiter le besoin d'aller aux toilettes. Vous avez des résidents, par exemple, qui présentent des troubles de mobilité, qui ont peur d'être incontinents et qui n'osent demander de l'aide à personne. Et vous identifierez facilement ces causes en discutant simplement avec vos résidents, en le rassurant et en l'équipant de protection adéquate. Alors, en dehors des cas que l'on vient de voir, quelles sont les autres grandes causes pouvant expliquer une réduction d'apport liquidien? Eh bien, c'est tout d'abord l'atteinte cognitive ou de l'humeur et les désordres neurologiques, et notamment une désorientation. Une douleur, une dépression ou encore un trouble du comportement peuvent tout à fait expliquer une baisse de la consommation de liquide. Mais, parce qu'il y a un mais, faites quand même attention de ne pas conclure trop vite. Que le trouble neurologique peut expliquer à lui seul le fait que votre résident refuse de boire quoi que ce soit. Car un trouble cognitif, quel qu'il soit, et non connu jusqu'à présent, peut tout à fait être la conséquence d'une déshydratation. Et votre résident rentre ainsi dans un cercle vicieux dont il ne pourra pas se sortir seul. Le trouble cognitif entraîne un refus de boire et de s'alimenter. Et les déshydratations engendrées viennent aggraver le désordre. Donc, méfiez-vous. Et attention aux conclusions hâtives du genre « il refuse de s'alimenter parce qu'il est dément ». Nous allons maintenant compléter les actions que nous avons vues tout à l'heure pour essayer de pallier à cette carence d'apport liquidien. Et nous allons voir tout d'abord les éléments environnementaux que vous pouvez améliorer. En ce qui concerne le service alimentaire, veillez à ce que l'eau et les boissons soient accessibles à toute heure. Mettez en place une flexibilité du service alimentaire, adaptez l'horaire des repas et proposez une offre diversifiée de boissons. Alors, on a bien conscience qu'une résidence, ce n'est pas un self-service et qu'on ne peut pas manger à toute heure. Mais, sans être à la carte, essayez quand même, dans la mesure du possible, de reproposer le repas quelque temps après, si le résident n'a rien mangé. Favorisez aussi la distribution de boissons et d'aliments aux résidents par les membres de la famille et les proches. Rendez-vous disponible et adoptez une attitude ouverte aux demandes d'aide des résidents, en proposant par exemple une boisson ou de l'eau à chaque fois que vous vous rendez au chevet de votre résident. Pour les résidents avec risque d'incontinence urinaire, ayez des paroles rassurantes, dédramatisées. Lors de l'administration des médicaments, profitez-en pour faire boire à votre résident entre 125 et 250 ml d'eau. Et s'ils prennent des médicaments 3 fois par jour, à la fin de la journée, ça fait une quantité d'eau non négligeable. Absolument. On en arrive maintenant à l'évaluation des actions que vous avez mises en place pour lutter contre la déshydratation. Premier cas de figure, ces interventions sont efficaces. Surtout, vous continuez parce que ce sont des actions que vous devez mener tous les jours. Deuxième cas de figure, la situation ne s'améliore pas. Attention, votre résident est en danger. Toute l'équipe doit se mobiliser. Médecins traitants, médecos, IDEC, etc., etc. Le rôle du médecin est de faire un point sur l'état clinique du résident. Y a-t-il une cause à la déperdition excessive d'eau, comme une fièvre, des vomissements, une diarrhée? Par ailleurs, le médecin devra aussi réévaluer la thérapeutique du résident. Si votre résident prend par exemple des diurétiques, discutez l'intérêt de diminuer les doses prescrites. Un bilan hydrique devra être démarré en commençant tout d'abord par peser le résident. Et notez tous les ingestats, eau, mais aussi le thé, le café, les bouillons. Et le volume urinaire sur une période de 24 heures. Toutes les actions que nous avons détaillées précédemment concernent l'apport hydrique aux résidents. Restent bien sûr d'actualité.
et vous consignerez tous les éléments, que ce soit le recueil de données ou le résultat des actions entreprises dans le dossier de soins. Le but étant d'évaluer de façon objective l'état d'hydratation et vérifier que les actions mises en place sont efficaces. En cas d'échec de toutes les mesures, et cela malgré tout votre dévouement, le recours à la perfusion est parfois inéluctable, ne serait-ce que pour faire passer aux résidents un cap difficile. Nous arrivons à la fin de cette formation et nous vous en rappelons les éléments clés. Tout d'abord, sachez que la déshydratation, ça tue et ça tue vite. L'évolution est souvent insidieuse. Et vous ne la verrez pas venir dans la plupart des cas. Soyez systématique dans l'application des protocoles. Des moyens simples, comme l'installation confortable de votre résident pendant le repas, une hygiène buccale irréprochable, le dépistage d'une dysphagie, ainsi que le signalement dès qu'un résident consomme moins de 75% de ce que vous lui donnez, doivent permettre de ne pas utiliser les grands moyens. Voire d'éviter à votre résident une hospitalisation qui sera pour le moins mal vécue. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre attention et de vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo formation. Merci à vous et à bientôt. Merci à vous également et à très bientôt.